Merci d'être sur Gabon 24, l'émission Ce Bal de Match. Nous allons parler de cette rencontre cruciale pour notre équipe nationale qui va affronter demain samedi cette magnifique équipe de la Mauritanie. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je suis gâté puisque j'ai deux capitaines. C'est vrai que c'est deux générations un peu différentes, mais ils ont quand même eu l'occasion de jouer ensemble. Valérie Ondo, qui a été le capitaine de l'équipe nationale, mais également Paul Kessani, un autre capitaine de l'équipe nationale. Messieurs, merci d'être sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions, c'est nous qui te remercions, Gaël, et de me permettre de revoir le grand frère, Valérie. Voilà, quand on parle de football au niveau du Gabon, il y a des personnes qui ont la voix pour. Et donc, quand on parle de Valérie Ondo, on parle de Paul Kessani, tout ce que vous dites concernant le football, on prend ça forcément pour agent comptant parce que vous avez vécu ces moments, vous êtes toujours acteur du football, même éloigné des terrains, vous regardez toujours ce qui se passe au milieu de l'atmosphère autour de l'équipe nationale. Messieurs, déjà tout de suite, avant que de rentrer dans le reportage qui a été prévu pour nous accompagner pour ces 26 minutes, comment sentez-vous, comment voyez-vous ce match Mauritanie-Gabon? Valérie. Écoutez, c'est un match décisif pour les deux pays. Nous allons nous appesantir fort logiquement sur le Gabon. Le Gabon qui, pour en arriver là, s'est malheureusement mis dans une position difficile, alors qu'on avait la possibilité de valider la qualification contre la RDC. Cela ne fut pas fait aujourd'hui. Il faut aller impérativement gagner à Nouakchott contre les Mourabitoun, c'est ça je crois le nom. Une équipe qui n'est pas facile à jouer à domicile, elle a démontré face à la RDC, mais on a des raisons de croire qu'en retrouvant notre efficacité, en retrouvant un peu plus d'agressivité, de solidarité, que le Gabon est capable de créer l'exploit et de se qualifier. On l'espère. Paul Kessani, vous, je suis sûr que vous avez déjà été dans cette configuration en tant que joueur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Écoutez, pour les joueurs, c'est très important parce que c'est aussi une partie de leur carrière qui se joue là-dessus. Hein. Vous savez, comme il disait tout à l'heure Valérie, c'est aussi l'histoire parce qu'il faut écrire, il faut marquer son passage. Et donc, il y a une forme de pression pour les joueurs parce qu'il y a tout un pays derrière, il y a une qualification en jeu. Donc, c'est l'enjeu en général qui peut parfois perturber les joueurs ou sinon qui peut les galvaniser. Mais dans tous les cas, je pense que le Gabon n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de gagner. Et je crois que les garçons en sont conscients. L'entraîneur, l'équipe nationale, même si tout à l'heure en discutant, on pourra donner quelques éléments justement dans les choix de l'entraîneur, mais je reste persuadé que le Gabon aujourd'hui a toute la latitude de pouvoir justement passer. D'accord, on l'espère, c'est tout ce que l'on souhaite pour notre équipe nationale. Messieurs, on va regarder ensemble ce reportage qui revient justement sur les enjeux de ce match. Et puis on se retrouve derrière. C'est certainement le match le plus important que Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères du Gabon, va diriger ce samedi 9 septembre depuis son arrivée à la tête de la tanière du vert jaune et bleu. Classé 3e du groupe I, derrière la RDC et la Mauritanie, les Panthères du Gabon n'ont pas d'autre choix que d'aller arracher une victoire à Nouakchott. Si, sur le papier, l'équipe gabonaise semble partie favorite, sur le terrain, la réalité est tout autre. D'abord, parce que l'équipe mauritanienne joue à domicile et que, depuis le début de cette campagne, jamais elle n'a perdu sur ses installations. À côté de cette statistique, il y a qu'au sein de la tanière gabonaise, ce n'est pas forcément la grande sérénité. Entre les attaquants qui peinent toujours à trouver le chemin des filets, une animation au milieu du terrain qui ne joue pas son rôle de croix de transmission entre la défense et le secteur offensif et les objectifs du technicien français, parfois incompris par certains observateurs du football gabonais. La mission s'annonce quasiment impossible pour les Panthères sans âme et tristes dépourvus d'orgueil. Comme ce fut le cas lors du match retour contre le Soudan le 27 mars dernier, alors battu 1-0, avant l'humiliation subie contre la RDC le 18 juin, après une prestation insipide des joueurs gabonais, privés ce jour-là de Kanga Guédor, véritable métronome du milieu de terrain gabonais. Présent lors du match de Franceville, le retour de Mameyan et Mario Lemina n'a rien changé sur le terrain. Et donc, pour ce match retour contre la Mauritanie, le peuple gabonais attend toujours de ce duo dont les performances en club parlent en leur faveur. Face à toutes ces inquiétudes, viennent s'ajouter l'absence du capitaine Bruno Ekolemanga et ses vice-capitaines Palin et Poko. À 24 heures de ce rendez-vous avec l'histoire, Patrice Neveu joue sa place parce qu'une disqualification des Panthères serait perçue comme un séisme dans un groupe où le Gabon partait favori avant l'entame de cette campagne qualificative, comptant pour la CAN 2024 prévue pour se jouer en Côte d'Ivoire. Watch and see.
Voilà, messieurs, nous venons de regarder, de suivre ensemble ce reportage. Déjà, pas pour manquer de respect aux autres équipes, est-ce que quand on a donné le tirage au sort de cette poule I, dans laquelle se trouvent le Gabon, la RDC, la Mauritanie et le Soudan, est-ce que Valérie, vous pouvez miser à ce qu'à la 16e journée, on serait dans cette situation, parler du Gabon naturellement? Non, mais ce qui est sûr déjà, c'est qu'à l'énoncé des équipes qui composent le groupe, c'était un groupe équilibré. C'était un groupe équilibré. La RDC qui était en train de se chercher, le Gabon qui sortait d'une bonne passe, du moins dans ce qu'il avait laissé entrevoir lors de la CAN, le Soudan qui aussi avait une très très bonne équipe, et la Mauritanie. Donc le groupe était équilibré. Et au départ, lors des 2 premiers matchs, on a vu aussi que le Gabon avait bien commencé. Donc cette situation qui s'est stabilisée, on va dire, dans le groupe, tient du fait que la RDC a fait le ménage dans son football. Elle a ramené certains cadres, elle a ramené aussi un nouvel entraîneur, un nouvel état d'esprit. Ça a rééquilibré les choses. Et le Gabon a perdu, malheureusement, lors de ces 2 derniers matchs, de son efficacité, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui à aller faire un exploit en Mauritanie, et du fait aussi que la Mauritanie et le Soudan ont aussi glané quelques points par-ci par-là. Ça a rééquilibré le groupe. C'est bien, puisqu'il reste beaucoup d'émotions à vivre, beaucoup d'incertitudes. On espère simplement que le Gabon va tirer son épingle du jeu et nous ramener la qualification. De manière objective, Paul Kessani, est-ce que véritablement, c'est vrai que quand on est patriote dans l'âme, on est gabonais, et puis on souhaite, tout le monde souhaite, tout le peuple gabonais souhaite que le Gabon se qualifie demain, samedi, mais objectivement, est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, mais je vais revenir rapidement d'abord sur la précédente question en disant qu'effectivement, la Mauritanie, qui est une équipe qui a fait sensation à la dernière CAN en 2019, personnellement, je considère qu'à l'entame de ces éliminatoires, lors du tirage au sort, il y avait 2 favoris pour moi. Pour moi, c'était le Gabon et la RDC derrière. Après, les événements ont fait en sorte qu'effectivement, dans la gestion de nos matchs, notamment contre le Soudan d'abord, on s'est mis nous-mêmes en difficulté par des errements tactiques, par justement des choix hasardeux de l'entraîneur. Et ça s'est revu encore contre la RDC, où on a créé un déséquilibre entre des joueurs de milieu de terrain qui sont attaquants qu'on remet en milieu de terrain, ou des milieux de terrain qui sont défenseurs centraux. Et on l'a vu, hein, les 2 buts que nous avons pris contre la RDC, ce sont des buts, de mon point de vue, de programme de positionnement des défenseurs. Premier but sur un but de tête, problème de taille. Deuxième but sur un mauvais alignement défensif. Et puis, ça paye cash. Après, effectivement, sur les chances de qualification, bien sûr que le Gabon, comme je vous le dis, le Gabon est favori. Quand vous voyez sur la feuille de match aujourd'hui le potentiel que nous avons, potentiel surtout offensif, parce que pour moi, c'est la force du Gabon, c'est son potentiel offensif, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Boupenza, Bouanga, aujourd'hui, qui est très en forme, qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est normalement le joueur depuis 2 saisons, qui a engrangé le plus grand nombre de matchs, et qu'on devrait donner un rôle un peu beaucoup plus important, et qui devrait aussi, sur le terrain, le démontrer avec Jim Alewina. Donc je pense qu'offensivement, on a les atouts. Ça s'est vu sur tous les matchs. Les occasions de but n'ont pas manqué. Maintenant, pourquoi la balle ne rentre pas? Je crois qu'il y a une question d'état d'esprit. Je pense aussi que ces complémentarités de ces 2 derniers matchs, au niveau des choix tactiques, de mon point de vue, sont assez contestables et nous ont fragilisés. Mais je pense aujourd'hui que le Gabon aujourd'hui peut, devant n'importe quelle équipe, marquer 3 buts. Après, on peut encaisser 2. Ça, j'en suis sûr. On peut encaisser 4. Mais on peut en marquer 5. D'accord, on comprend bien. Oui, allez-y. Je voudrais ajouter que, comme Paul le dit, pour moi, j'ai toujours eu un sentiment d'inachevé. Quand je vois notre équipe, j'ai l'impression qu'elle n'exprime pas totalement tout le potentiel qu'elle a, et que, également, de par la qualité de nos attaquants, nous sommes forcément obligés de jouer d'une certaine manière. C'est une équipe de contre, le Gabon. Donc ça veut dire qu'il faut de l'espace pour que nos attaquants puissent exploiter leur qualité de vitesse, de percussion. Et si on joue contre des défenses qui sont basses, on n'a pas la qualité pour travailler, passer, contourner, c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on laisse venir un peu. C'est pourquoi ce match contre la Mauritanie peut être intéressant pour nous. Parce que les Mauritaniens vont vouloir avoir le ballon, ils vont vouloir venir. Mais là, et quand on sort, il faut avoir de la justesse technique et puis avoir cette efficacité qui nous fouille depuis 2 ou 3 matchs. Combien de buts le Gabon a marqué? Demain, il va falloir marquer des buts pour gagner ce match et se qualifier. Il faut quand même rappeler que sur les 5 précédents matchs, le Gabon n'a gagné que 2 fois. Et puis, c'était des buts qui revenaient une fois d'un défenseur, même si après, il y a Xavier Mabika qui a marqué ce magnifique but contre la RDC
en RDC, ils étaient allés en mission commando. Mais vous l'avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre potentiel offensif est bien fourni, mais malheureusement, ça ne marche pas. Paul Kessani, moi je suis journaliste, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais on sait tous au football que quand on ne marque pas, on ne gagne pas. Mais vous savez, le Brésil, à juste titre, avec Zagallo le disait, je crois, le Brésil disait leur philosophie de jeu, c'était marquer un but plus que l'adversaire. Voilà. Donc aujourd'hui, la difficulté que nous avons, effectivement, c'est cette efficacité que nous avons perdue, que nous l'avions aux dernières éliminatoires, même à la CAN d'ailleurs. Cette efficacité, elle tient compte aussi d'un certain nombre de choix de joueurs, de complémentarités que vous mettez aussi sur le terrain. Et puis d'un état d'esprit, parce que l'enjeu, les joueurs doivent être conscients de l'enjeu. Quand les joueurs sont conscients de l'enjeu, ils savent le travail qu'ils doivent faire sur le terrain. Parce que vous ne pouvez pas avoir un match aussi important contre la RDC, avoir autant d'occasions et ne pas en mettre un. Et puis, sur le plan sportif, ne pas sanctionner des joueurs. Est-ce que vous comprenez? Il faut à un moment donné que l'entraîneur, qui est le maître d'orchestre à ce niveau, qu'il fasse comprendre et fasse passer le message à ses joueurs sur ce que moi j'appelle la culture du résultat. On n'a pas dans cette équipe, ou au niveau de l'encadrement technique, imprégné à notre équipe nationale, surtout sur le plan offensif, avoir une culture du résultat. C'est-à-dire marquer pour gagner et ne pas encaisser pour perdre. Et ça, c'est l'entraîneur qui doit pouvoir trouver les éléments constitutifs ou les éléments qu'il faudrait au niveau des choix des joueurs, au niveau du message, au niveau de la rigueur qu'il faut tenir dans ce groupe. Parce que vous savez, on voit sur le terrain, mais ce qui se passe sur le terrain n'est que la manifestation parfois de l'organisation qu'on a, du discours qu'on a sur les joueurs et de la façon de se préparer. D'accord, alors pendant qu'avec la réalisation, on nous affiche le panneau qui retrace les résultats, le Gabon qui est 3e du groupe I, derrière justement la Mauritanie. C'est vrai que les deux équipes ont 7 points, mais on a -1, contrairement à cette équipe de Mauritanie. On parle beaucoup de choix tactiques, on parle beaucoup de rigueur dans les messages qui sont véhiculés aux joueurs au sein de la tanière. Valérie Ondo, est-ce que finalement aujourd'hui, il faut dire clairement que Patrice Neveu ne peut être pas l'homme de la situation? Bon, écoutez, nous avons participé à certaines compétitions avec Patrice Neveu. Et comme on le dit, le football évolue. Hein, il y a de mutations permanentes et de toutes les façons, rien n'est acquis. Donc aujourd'hui, nous faisons le constat que notre équipe, non seulement elle a perdu en efficacité offensivement, mais également la rigueur défensive. Et donc forcément qu'à ce niveau-là, le coach, ses choix, ses options stratégiques d'approche de match peuvent être contestées. Parce que lorsqu'on on choisit de se priver d'un Ekwele Manga et que derrière, défensivement, on n'a pas la solidité, la lucidité nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse mener les troupes, pour les garder sous une vigilance pendant 90 minutes, oui, c'est une faute, il faut la reconnaître. Est-ce que demain, en prenant les mêmes options, parce que là, Bruno ne va pas jouer, il y a une petite confusion sur sa sélection, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas de la partie. Donc, on est obligé aussi également d'attendre le résultat pour pouvoir tirer des conclusions, puisque c'est le chef d'orchestre, comme l'a dit Paul Kess, il prend des décisions, parce qu'il est là pour prendre ses décisions, mais on espère que ces décisions ne doivent pas ou ne peuvent pas être contre-productives de l'équipe. Et comme je l'ai dit, nous avons une équipe, parce que vous savez, ce sont les attaquants qui déterminent comment vous allez jouer, parce que la finalité, c'est de marquer des buts. Et pour marquer des buts, il faut que les attaquants soient mis dans les meilleures dispositions. Pour que nos attaquants fassent parler leur talent, leur qualité, il faut qu'ils jouent dans des dispositions où ces talents vont s'exprimer. C'est-à-dire qu'on a des attaquants vite. Vous avez Boupenza, vous avez Bouanga, vous avez Aubameyang. Alors, également Djima Levina. Même Djima Levina qui est un bon tripoteur, mais je parle de vitesse, je parle de percussion. Donc ça veut dire que les défenses, elles le savent. Mais la Mauritanie, qui doit aussi gagner, par exemple, bien sûr, à domicile. Donc ça veut dire qu'ils vont s'exposer. Et s'exposer, maintenant, il faut de la justesse technique, il faut de la robustesse défensive, une bonne organisation, et puis sortir les balles quand il faut, comme il faut, et aller trouver justement cette rapidité, cet espace dont a besoin un Pierre-Emerick, un Bouanga, un Boupenza. Quand on prend la majeure partie des buts que le Gabon a marqués, mais les statistiques sont là, ce n'est pas sur les attaques placées. Non, ce n'est pas sur les attaques placées. C'est sur une récupération, en transition, paf, une, deux passes. Ouais. Dès qu'il y a la justesse technique, paf, on les a trouvés et puis ils font la différence. Maintenant, comme l'a dit Kess, on ne peut pas, dans un match, il faut avoir cet esprit tueur. C'est ça le haut niveau. Vous avez 4 occasions, il faut en mettre 2. Ouais. Mais là, on a perdu tout cela, donc ça veut dire aussi que le sélectionneur doit adapter son langage,
doit adapter son attitude pour ramener les joueurs à l'ordre, en leur disant un certain nombre de choses. C'est son boulot, c'est pourquoi on l'a mis là. Donc si nous constatons que ces choses-là ne marchent pas, elles avaient peut-être marché il y a quelque temps, elles ne marchent plus, mais il va falloir aussi que ceux qui ont les statuts appropriés prennent des décisions. Donc on va attendre ce match, on l'attend avec impatience, on espère que le Gabon va nous amener en Côte d'Ivoire en 2024. C'est tout l'espoir que l'on formule pour cette équipe, Paul Kessani. Alors dites-nous, on parle de Patrice Neveu qui parfois a des choix un peu discutables et douteux pour d'autres. On a vu quand même Pierre-Emerick Aubameyang quand il est revenu en équipe nationale, c'était ce match contre la RDC à Franceville. Pierre-Emerick Aubameyang, sur tout le match, n'a vraiment pas été, on va le dire comme ça, peut-être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui, parce que beaucoup de Gabonais attendaient de Pierre-Emerick Aubameyang. Son retour a suscité beaucoup d'engouement autour de l'équipe nationale. Est-ce que là également, on peut dire que Patrice Neveu n'a pas de poigne? Parce que si on avait, par exemple, des joueurs, des entraîneurs comme Mourinho, par exemple, c'était quelqu'un qui était capable de dire, bon, Aubameyang, ça ne va pas, faire sortir Aubameyang et faire entrer un jeune, par exemple. Oui, si vous prenez le dernier match contre la RDC, dont je pourrais donner 2 ou 3 éléments qui sont passés et mon opinion, parce que je l'ai mal vécu, effectivement. Bon, sur Pierre, c'est notre leader, c'est notre capitaine. Je trouve que, de la même façon, lui-même ne prend pas souvent la mesure des enjeux, de ce qu'il représente pour le peuple gabonais et ce qu'il représente pour l'équipe nationale. Et cette attitude fait en sorte que parfois ça le fragilise dans la rigueur qu'il devrait avoir, qu'il démontre quand il est en professionnel, mais quand il arrive en équipe nationale, je trouve qu'il y a une forme de légèreté. Mais ça reste notre icône, ça reste notre grand joueur et on doit le protéger. Je trouve que notre sélectionneur national ne l'a pas suffisamment protégé contre le match contre la RDC. Parce que vous savez, Pierre n'avait pas de temps de jeu. Donc oui, on peut le faire jouer d'entrée de jeu, mais il y a toujours, le grand frère Valéry ne me contredira pas, quand vous avez un grand joueur dans une équipe et que vous sentez qu'il est diminué physiquement, on le protège. C'est-à-dire, on s'entend avec lui sur un certain nombre de minutes de temps de jeu qu'on lui accorde, qu'on va accorder au joueur. Et en fonction de sa forme physique, on peut décider de le sortir. Mais je trouve que Patrice Neveu a exposé Pierre et on a eu le résultat que nous avons eu. Mais imaginez une équipe où vous créez des déséquilibres. Vous prenez Jim Alina, qui est un attaquant qui nous apporte sur le plan offensif sur le côté, vous le mettez au milieu de terrain, il a touché beaucoup de ballons, mais il n'a jamais été efficace. Il n'en a jamais donné à Pierre. Ouais. Vous prenez Boupenza, vous alignez Bouanga, vous alignez toutes vos cartouches d'entrée de jeu, et quand le match est et quand nous sommes en difficulté, on n'a plus personne, pour venir créer la différence. Donc, vous voyez, c'est autant d'éléments de mon point de vue qui font en sorte que je considère que notre sélectionneur n'a pas suffisamment protégé Pierre dans le sens du sportif, j'entends bien, parce qu'on sait qu'il n'avait pas un temps de jeu considérable, mais on sait aussi que Pierre, sur 2-3 actions, il peut faire la différence. Et à un moment donné, si on sent qu'il ne peut plus, on fait rentrer quelqu'un d'autre. On n'aligne pas tous les joueurs, parce qu'on sait qu'ils peuvent être utiles à tout moment, et c'est le discours qu'il faut avoir. Et ça m'a laissé un goût amer sur les choix de l'entraîneur, parce qu'à un moment donné, on était en difficulté, et la vitesse de l'un, à un moment du jeu, pouvait créer la différence. Après, comme je le disais, il faut que Pierre prenne la responsabilité qui est la sienne. Quand on est leader comme il est, le Gabon n'a jamais eu un joueur de son niveau. Il rebondit à Marseille aujourd'hui, il revient en équipe nationale, il a la confiance de tout le peuple. À un moment donné, il faut que lui ait l'attitude, la bonne attitude. L'attitude qu'il a eue quand il a trouvé certains de ses grands frères arrivés en équipe nationale, qui l'ont accompagné. Nous l'avons soutenu, nous l'avons encadré. Aujourd'hui, il faut qu'il ait la même attitude vis-à-vis de son groupe et que pour que le groupe l'aide et l'accompagne justement vers des conquêtes. Parce que c'est toujours bien pour un capitaine de passer un match aussi important avec un enjeu et puis de le qualifier d'équipe. D'accord. Messieurs, est-ce que tout cela, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? On va parler de cette lettre de Kwele Manga à l'endroit du président de la FEGAFOOT. Il revenait un peu, il relevait quelques manquements de Patrice Neveu. Est-ce que là, également, Pierre, on sait tous que Kwele Manga, ce n'est pas quelqu'un qui parle facilement, mais si aujourd'hui il a pris la peine de dénoncer certaines choses, est-ce qu'au fond, dans la tanière, il n'y a pas des choses qu'on nous cache qui finalement est le résultat de ce que l'on subit actuellement, Valéry? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'à la lecture des événements, il y a des antécédents. Il y a des antécédents dans le comportement, du moins dans ce que révèle le courrier de Bruno. Il y a des antécédents avec le coach, il lui aurait manqué de respect sur certains faits.
Et c'est surtout la manière également. La manière, parce qu'on estime, et nous, ça nous est tous arrivé, c'est-à-dire que Bruno est à l'apogée de sa carrière. C'est sûr que d'ici 1 an ou 2, il va certainement arrêter. Donc, il a à cœur justement aussi de peut-être qualifier l'équipe, de laisser véritablement un patrimoine important et de par son œuvre également. Si on ne doit pas le sélectionner, il faut qu'on le fasse dans la correction, la dignité et le respect. Parce que c'est ça aussi qui donne des indications aux jeunes. Tout à fait. On ne peut pas traiter Bruno comme le premier venu en équipe nationale. Encore qu'on ne doit traiter personne de la sorte. Si vous ne voulez pas le sélectionner, vous le lui dites les yeux dans les yeux. Ou si vous le sélectionnez et que vous estimez qu'il ne va pas jouer, vous lui demandez, vous lui dites, Clairement. nous voulons que tu joues tel rôle parce que ta présence est importante. Et lorsqu'on va dans un match décisif, on ne se prive pas de ses cartouches. Même s'il ne joue pas, le fait qu'il soit dans le groupe, qu'il discute avec les jeunes, qu'il remobilise les troupes, ça va vous apporter un plus. Vaut mieux avoir toutes ces troupes avec que sans. Ils ont fait le choix. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous allons forcément, public, autorité, nous allons forcément à un moment donné, au vu du résultat de demain, tirer les conséquences. De toutes les façons, le sport de haut niveau, c'est comme ça. Et puis, j'allais dire une chose aussi qui est importante, c'est que sur ce match, il y a bien évidemment les enjeux de qualification, mais il y a des enjeux de carrière également. La carrière de Neveu peut s'arrêter après ce match. Nous avons aussi des joueurs qui tirent vers la fin de carrière, comme Pierre-Emerick, comme Bruno. Donc, je pense que tous ces éléments devraient être pris comme des éléments motivateurs pour faire en sorte que nous donnions le meilleur, qu'ils donnent le meilleur d'entre eux pour avoir cette qualification qui serait formidable pour le football, qui est attendue par la population, qui est attendue également par les sportifs, parce que beaucoup de footballeurs aujourd'hui sont dans l'impasse. Le championnat est arrêté. Est-ce que ça va reprendre? Donc, de voir que cette équipe nationale nous met une passerelle pour la Côte d'Ivoire, ça va certainement aussi booster les nouvelles autorités pour relancer les activités et les joueurs également de pouvoir rêver à jouer cette CAN. Donc, raison pour lesquelles nous sommes derrière cette équipe pour qu'elle nous ramène la qualification. Voilà. Alors, Paul Kessani, dites-nous, comment vous, quelle lecture faites-vous justement de ce courrier de Kolemanga? Bon, écoutez, je l'ai apprécié, ça m'a touché parce que vous savez, en 2010, j'ai été victime d'une exclusion, sans pourtant que je ne sois entendu par une commission de discipline ou quoi que ce soit. Et ça m'a privé justement, en 2012 plutôt, ça m'a privé justement de la CAN, simplement parce que j'étais capitaine de l'équipe nationale à l'époque et je défendais les intérêts de mon groupe. Et on a considéré que comme c'est la voix qui parlait, que j'en faisais trop. Parce que aussi j'étais le capitaine proche de l'encadrement de mes amis, de mes coéquipiers et autres. Et donc du coup, je me suis senti... Voilà, Valérie, le grand frère connaît. Et donc du coup, je me suis senti vraiment très mal et j'ai pu comprendre la douleur qui est la sienne. Et comme Valérie a tout dit, hein, je n'ai rien à rajouter. Vous ne pouvez pas avoir un joueur. Ce sont tous nos petits frères, on a le droit de les protéger. Mais quand ils font mal, il faut dire aussi qu'ils font mal. Mais je pense qu'un joueur comme Kolemanga, c'est un joueur exemplaire. Et on l'a vu à la dernière CAN, comment il a tenu le groupe. Il a pris des coups parce qu'effectivement, vous vous rappelez les problèmes de primes de match et tout ça là. Et je pense qu'il paye aujourd'hui le fait qu'il ait, à un moment donné, pris position pour le groupe à la CAN, au Cameroun. Et puis, le fait que certains aussi, peut-être, ce soit le fait que, par exemple, il n'ait pas donné une position peut-être sur Pierre Lemina et autres, et que leur retour peut-être peut gêner certains, je n'en sais rien. Mais je dis simplement, comme a dit le grand frère Valérie, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir se séparer de ces anciens, parce qu'ils ont une expérience à nous apporter. Un match avec un enjeu aussi important, quand vous voyez, sur le plan sportif, quand vous voyez les défenseurs centraux qui sont appelés, il y en a qui n'ont même pas un match dans les jambes. Donc, je vous rappelle une phrase du coach d'Acosta. Allez-y, en 30 secondes. D'Acosta nous disait, une de mes premières sélections contre le Maroc, il disait, vous les jeunes qui êtes là, à valeur égale, l'expérience prime. Et on a attendu aux côtés de nos grands frères. Et je pense que c'est un signal qu'il faut donner aux jeunes, parce que c'est un parcours pour qu'ils s'aguerrissent. Et ce qu'on fait à Bruno, de mon point de vue, il faut que la fédération réagisse et que vraiment on puisse au moins faire quelque chose
dans le cadre de l'apaisement. Voilà, messieurs, malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. On se donne rendez-vous demain. On va regarder le match et espérons, on croise les doigts pour que le Gabon soit qualifié pour la Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir davantage de plateaux comme celui-ci. Merci à Valérie Ondo, merci également à Paul Kessani. Vous êtes de la maison, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Voilà, votre émission Balle de match, c'est terminé. On se donne rendez-vous certainement avec la qualification de Panthère demain. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.